de recevoir Sylvie Fréchette, double médaillée olympique, pour parler de la confiance. Sylvie, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Oui, merci. Merci de l'invitation. Écoute, Sylvie, en débutant, j'aimerais qu'on parle un peu de ta propre définition à toi de la confiance. Qu'est-ce que c'est? La confiance, pour moi, c'est plus qu'un mot. J'aurais de la difficulté à te donner une définition, même si je regardais dans le petit Robert. La confiance, c'est en dedans. C'est un bien-être, c'est une zone de calme qu'on a dans le ventre. Et je pense qu'une fois qu'on découvre ce feeling-là dans notre ventre, on a un petit sourire en coin, puis ça nous donne des ailes. Fait que ce serait la façon que... C'est pas bien beau en mots, hein? Mais c'est, pour moi, la confiance, c'est ça. Tu le sens à l'intérieur de toi. Puis ça devient un tremplin vers autre chose. Est-ce que tu te considères comme étant une personne confiante? Je fais extrêmement confiance à la vie, en général. J'ai appris à faire confiance à la vie. Étant plus jeune, étant athlète, j'étais très germaine. J'avais pas le choix. Je suis encore un peu, là. Mais j'avais très... En fait, je te dirais, j'avais un agenda, j'avais des objectifs et je défonçais des murs pour arriver là. J'étais encore comme ça. J'ai des objectifs, je travaille fort, mais j'ai appris à faire confiance à la vie. Quand tu rentres d'un mur, il tassera pas, fais donc le tour. Donc, j'ai appris à me faire confiance et de faire confiance à la vie. Puis des fois, j'aime dire, lance-le dans l'univers. Puis si c'est bien pour toi, tu vas avoir des signes à un moment donné qui vont apparaître. Puis souvent, il y en a qui me regardent, elle est folle, la bonne femme, mais je parle souvent dans mes conférences de faire la liste du top 100 choses qu'on veut faire avant de mourir. Puis là, les gens disent, ouais, on s'éplate. Essayez-le. Juste le fait de mettre quelque chose sur une liste, d'être conscient, puis de dire, hey, ça, j'aimerais ça. Genre des cours de peinture. Ça fait longtemps que je dis, je veux suivre des cours de peinture. Là, je l'ai mis dans mon top 100. Il y a une conspiration, là, parce que dans toutes les semaines, quand je reçois mon journal local, je vois des cours de peinture. Je suis certaine qu'ils étaient là il y a 1 an. Mais je les voyais pas. Mais juste le fait de le lancer dans l'univers, d'en prendre conscience, on dirait que tout à coup, notre œil est attiré vers quelque chose qui me convient à moi. Et ça me fait sourire parce que j'ai appris à faire confiance à la vie, de pas avoir peur. Je suis pas encore inscrite à mes cours de peinture, mais moi, je sais que ça existe, qu'il y en a. Puis ça sera à moi de prendre la décision d'aller m'inscrire et de poursuivre là-dedans. Mais faire confiance, c'est la première chose. Faire confiance en la vie et se faire confiance aussi. Sylvie, tu as eu plusieurs épreuves sur ton chemin. On n'a qu'à penser au décès de ton papa alors que tu étais tout petite, le suicide de ton fiancé, la juge brésilienne, l'erreur de la juge brésilienne. Comment ces épreuves-là t'ont servi dans la vie? Bien, je te dirais, chaque épreuve me servit à sa façon. La mort de mon père m'a appris très vite la fragilité de la vie. Donc, de profiter de ce qu'on a beaucoup. Et heureusement ou malheureusement, me fait grandir très, très vite parce que de par ma personnalité, à ma façon à moi, je voulais venir épauler ma mère. Donc, j'avais beau avoir juste 3 ans et demi, je me prenais comme pour le mari, comme pour le pilier dans la famille. Et ça le fait de moi quelqu'un de très indépendant, il n'y a jamais de problème, il y a juste une solution, c'est parce que je la vois pas, tu sais. Fait que du haut de mes 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, 7 ans, je me sentais comme ça. Je voulais aider maman, je voulais pas déranger maman, fait que ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je veux pas déranger, je veux aider, je veux aller trouver des ressources. Il y a toujours une solution. Aussitôt que quelqu'un me parle d'un projet, mais il y a ça, puis je suis rembarquée. Mais je me dis, c'est ça que ça m'a apporté. Le suicide de Sylvain, je suis pas certaine que j'ai même été en ce moment au bout des apprentissages que j'ai à faire de tout ça. Il y a... ça fait réaliser que d'être en vie, on a comme l'impression que d'être en vie, c'est un choix. Ce qui est vrai, mais ce qui est tellement faux, parce que le suicide, c'est pas une solution. Le suicide, ça dompe les problèmes sur les épaules des autres. Et ça m'a... juste de réaliser que je suis en vie, puis à partir du moment où tu es en vie, tu as un potentiel fou.
Puis c'est drôle parce que c'est la semaine de la sensibilisation du suicide en ce moment, puis donc j'en ai parlé surtout avec ma grande, elle me pose plus de questions. Puis quand je lui disais ça, Emma, à partir du moment où tu es en vie, tu as un potentiel, puis elle me disait, qu'est-ce que tu veux dire? Puis on a juste à parler à Stephen Hawking, qui est dans une chaise roulante. Écoute, c'est un génie. C'est un génie. Puis Emma, il parle même pas, c'est ses ordinateurs qui fait qu'il peut communiquer. Tout se passe dans sa tête. Il prend pas des notes sur un bout de papier. C'est dans sa tête que ça se passe. Et ça, pour moi, c'est le plus bel exemple. On a le choix d'être victime ou de ne pas l'être, d'être des petits miracles, de se développer. Et c'est ça que ça m'a démontré. Par contre, ce qui vient pour les survivants du suicide, c'est tout les questionnements, qu'il n'y aura jamais de réponse. Il faut accepter de laisser aller parce qu'on n'aura jamais de réponse. Et la culpabilité. Ça a beau faire 20 ans. Je me dis encore, quand il est arrivé telle affaire, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. J'aurais donc dû le comprendre. Et c'est pas juste moi, là. C'est fou de voir... Tu sais, quand on lance un caillou, ça fait des vagues, là, mais les vagues de culpabilité se rendent jusqu'à des personnes que j'aurais jamais pu soupçonner, qui ont ressenti à un moment ou à un autre de la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Ben, je voudrais que ça s'arrête à moi, mais ça s'est rendu... à des gens. En même temps, ça me touche, parce que je me dis tout le monde se sent un peu responsable à sa façon, mais en même temps, j'ai trouvé ça très difficile. L'erreur de la juge brésilienne, en fait, je l'ai rencontrée en 2009 pour la première fois, vraiment. Et j'ai réalisé que moi, 20 ans après les Jeux de Barcelone, on me parle encore, on me demande encore en entrevue. J'ai encore un réseau de conférences qui va très, très bien. Ma vie va bien. Elle a payé cher l'erreur à Barcelone. Et elle m'a dit qu'on lui a dit que la seule erreur qu'elle avait faite, c'était d'avouer qu'elle avait fait une erreur. Et ça me sciait les jambes, sincèrement. Puis elle m'a répondu à travers des larmes, Sylvie, mes parents m'ont légué comme valeur importante dans la vie l'intégrité et l'honnêteté. Et c'est ça que j'ai fait. Et quel beau message. Parce que malgré tout, au lieu de se plaindre, elle s'est tenue à ses valeurs, puis elle a continué. Et ça m'a touché beaucoup. Je te dirais qu'au-delà de tout ça, moi aussi, j'ai été honnête, j'ai été intègre, j'ai pas blâmé, j'ai pris pleine responsabilité de ma performance parce que c'est la seule chose sur laquelle j'avais le contrôle. Mais je pense que je m'en suis pas mal bien sortie à travers tout ça. Elle aussi, malgré tout, mais son chemin a été pas mal plus sinueux que le mien, malgré elle, malgré qu'elle s'en soit tenue à ses valeurs fondamentales. Et ça m'a attristé. Ça m'a vraiment attristé. Est-ce qu'après cette expérience-là, tu as eu une perte de confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement pour toi? Ben en fait, après l'erreur de la juge brésilienne, je te dirais, au contraire, ma confiance en moi s'est gonflée à bloc parce que j'ai réalisé plus que jamais que tu peux pas compter sur les autres dans la vie. Il faut que tu comptes sur toi. Et j'aurais pu m'écrouler. En fait, je comprends pas que je me sois pas écroulée, mais je suis revenue à mon dedans. Je suis revenue à qu'est-ce que moi je contrôle. Qu'est-ce qui me reste dans la vie? C'est de nager. C'est de nager du mieux que je peux. Et c'est là-dedans que j'ai été puiser mon énergie. Donc, il fallait que j'aie confiance en moi et en mes moyens, sinon je me serais écroulée. Et en ayant eu confiance en moi, j'ai réussi à faire la performance de Barcelone. Et parce que c'était hors de tout doute une magnifique performance, c'est ce qui a fait que 16 mois et 9 jours plus tard, j'ai pu avoir ma médaille, puis 20 ans et demi plus tard, on se retrouve ici. Fait que pour moi, oui, ça a été... J'aurais aimé mieux que ce soit simple, facile, on s'entend dessus. Mais maintenant que je sais le résultat final, puis que je vois où je suis dans la vie 20 ans plus tard, mais je remercie la vie, parce que je suis encore là, j'ai appris énormément, puis on continue de foncer. Alors, le fait d'avoir reconnu ton talent de nageuse, penses-tu que les gens qui reconnaissent leur talent ou qui ont développé un talent ont plus confiance naturellement? Bien, pour avoir confiance en soi, il faut savoir qu'on possède quelque chose qui en vaut la peine. Selon moi, si tu te sens, excuse-moi les expressions, mais si tu te sens loser, tu te sens pas belle, pas beau, tu te sens pas de potentiel, c'est difficile d'avoir confiance en toi. Pour avoir confiance, il faut que tu aies un minimum de positif à l'intérieur de toi.
Donc, je pense que oui, il faut que tu sentes à l'intérieur de toi que tu as des qualités, que tu as des forces, que tu as des affinités quelconques que tu veux partager ou que tu veux te servir comme d'un pilier vers autre chose. Par contre, ça peut être flou par moment. Je te dirais que j'avais confiance en la vie beaucoup, mais je comprenais pas pourquoi. Et plus je vieillis, plus je réalise c'est quoi mes forces à moi. Donc, plus c'est facile peut-être de rétrécir le tunnel de mes choix que je veux faire parce que mes talents se définissent beaucoup. Et les talents, ce que j'ai envie de faire, c'est tellement pas ce que je pensais que j'avais, genre adolescente. Quand j'ai été à l'école, que ce soit l'école secondaire, primaire, secondaire, même au cégep, je voulais pleurer quand il fallait faire une présentation en avant ou même pour poser une question. J'aimais mieux m'en passer puis chercher dans tous les livres de la bibliothèque. Je pense que mes profs n'ont jamais entendu le son de ma voix, sincèrement. Moi, je m'en allais pour être dans un laboratoire médical. Je voulais être chirurgienne, je voulais être médecin sans frontières. Et j'aime toujours la science, là, l'anatomie, la traumatologie, j'aime le corps humain, j'aime encore tout ça. Mais je savais pas que j'ai une grande gueule. Je savais pas que j'aimais les gens comme ça. J'étais très solitaire à l'école, même à la piscine, je parlais pas, je faisais ma petite affaire. Alors, il faut se faire confiance, hein. Puis quand je rencontre les jeunes dans les écoles, là, j'en fais beaucoup dans les prochaines 2 semaines, puis c'est ça que je veux leur dire. Arrête-toi pas à qui tu es à 11 ans, 13 ans, 15 ans. C'est correct, prends conscience de ça, mais base pas le reste de ta vie, s'il vous plaît, là-dessus. Laisse la vie se charger de toi aussi. Garde un ancrage, parce que je réalise aujourd'hui que mes forces à moi, c'est j'aime l'autre. J'aime redonner. J'aime avoir l'impression que je fais une différence dans la vie de quelqu'un à quelque part. Et c'est ce qui explique qui je suis comme conférencière, le genre de conférences que je fais, le bénévolat que je fais avec mon club de nage synchro, le camp de jour, le sport-études, toutes les causes à laquelle je m'implique. On est dans un monde très compétitif, hein, où est-ce que les gens essaient d'être un peu comme les autres, on essaie d'imiter les autres ou avoir plus que les autres. Ou comment toi t'as vécu la compétition? Comment tu l'interprètes, la compétition? Ben, sincèrement, je suis pas une personne qui est compétitive du tout. Aujourd'hui, dans la vie, puis je connais d'autres gens d'affaires qui vont être sur les sites Internet des autres qui sont dans le même domaine qu'eux, puis ils vont... Non, j'ai pas ce réflexe-là. Par contre, à chaque fois qu'on m'engage, je suis prête puis je suis au meilleur de moi. La compétition, mon pire ennemi dans la vie, c'est moi. Mon pire ennemi, c'est ma préparation. Mon pire ennemi, c'est ma confiance en moi. C'est la performance que je vais donner. C'est la seule chose que je contrôle. Je contrôle pas le site Internet des autres. Je contrôle pas les conférences des autres. Je ne contrôle pas les contrats des autres, les clients des autres, pas en tout. Mais c'est à chaque client que je fais, parce que je l'ai bien écouté, bien senti, bien préparé, je fais mon travail, ça va bien aller. Et s'il y en a une qui va moins bien, à un moment donné, je le veux, le feedback. Parce que je vais être capable de me dire, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Et est-ce que c'est dans ma préparation? Est-ce que c'est dans notre communication que j'ai pas bien perçu le message? Peut-être que j'étais pas en forme. Est-ce que ça me tentait moins? Est-ce que j'avais la tête ailleurs? Ça se peut. Même à moi, ça arrive. Donc, je te dirais que la compétition, pour moi, est à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est la pire compétition qu'on peut avoir. Parce que tout repose sur nous. Le succès, comme, j'aime pas dire l'échec, moi, j'aime dire le non-succès. Je trouve que l'échec, c'est fatal. Le non-succès, c'est juste, ça va être mieux la prochaine fois. Donc, c'est une pression constante, mais en même temps, je me sens plus apte, moi, à faire face à cette pression-là parce que je la contrôle totalement. Donc, les recherches que je fais pour mes conférences, les présentations et tout ça, ben c'est moi qui ai les ressources et personne d'autre. Et c'est comme ça. En compétition, assez rapidement, je trouvais ça épouvantable qu'un juge me donne 9.3 puis l'autre 8.7. Moi, je fais quoi avec ça après? Un a vu 8.7, l'autre 9.3. Moi, j'ai fait la même figure, là. C'est quoi l'affaire? Je pouvais pas m'imaginer que c'était quelqu'un d'autre qui allait déterminer mon bonheur. Mon bonheur à moi, sincèrement, j'ai déjà été
tellement heureuse de 2e et 3e place et déçue de 1re place. Parce que j'avais comme objectif de corriger quelque chose de très technique. Puis ben oui, j'ai gagné, mais je l'ai pas corrigé. Ah, ça fait 6 mois que je le travaille, je l'ai pas corrigé. Donc, ben oui, tu l'as la médaille d'or, t'as un beau sourire, mais c'est un sourire de nageuse synchro sur un podium. Tu sais, c'est pas un vrai sourire du cœur. Quand tu le sais, j'avais tel objectif, je l'ai atteint. OK, t'es 2e, 3e, t'es peut-être pas la première, mais watch out. Maintenant que j'ai corrigé ça, sky's the limit, puis tu sais que tu vas pouvoir repousser. Donc, c'est d'être capable de revenir à soi, de garder le contrôle sur ses rêves. Une médaille d'argent dans un cheminement, c'est une marche de ton escalier, c'est pas le sommet. Et quand tu comprends pourquoi cette marche-là est importante, est-ce que c'était le résultat que tu voulais ou est-ce que tu voulais le contrôle d'un apprentissage ou d'une technique? Fait que c'est toi qui détermine ton succès, c'est toi qui détermine la valeur de la performance que tu viens de donner. Et ça, heureusement, parce que j'étais dans un sport jugé, je l'ai compris très jeune. Ça m'a pris du temps à l'assimiler, là, parce que c'est pas facile. Mais le choix de mon sport, je pense, était parfait pour moi à ce niveau-là, pour me permettre de ramener le succès, la performance, la compétition à moi-même et d'apprendre à gérer tout ça très jeune. Et c'est la plus belle école de la vie. C'est ce que, ben, je trouve que oui, moi aussi. Puis je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas ce qu'on devrait enseigner à nos enfants au lieu qu'ils se comparent toujours aux autres, au lieu, tu comprends, est-ce qu'on devrait pas les amener aussi à davantage travailler sur eux? Ben, j'ai fait du travail avec ma plus grande parce qu'elle était très angoissée. Alors, on a été consultés. Et, tu sais, on voit souvent, mais il y a le PREL en ce moment, chaque enfant a besoin d'encouragement à chaque jour. Et c'est tellement vrai. Et dans une des sessions qu'on avait, on m'a demandé, est-ce que tu dis souvent à ta grande que tu es fière d'elle? J'ai dit, ah oui, au moins une fois par jour. Et on m'a demandé, c'est quand la dernière fois que tu lui as demandé si elle était fière d'elle? Et là, je me suis mis à rire jaune. J'ai dit, non, mais plate comme question. Mais en même temps, tu sais, t'as un enfant là, qui peut avoir de la misère en maths. Puis là, il y a 83. Mais dans le reste de ces matières, il y a 90 puis 95. Puis toi, tu vas te dire, ben c'est mieux que d'habitude, mais c'est pas encore là. Mais lui, là, où ton enfant, c'est tellement appliqué, puis il est fier de son 83. Donc, d'être capable de demander à ses enfants, à nos employés, aux membres de notre équipe, on se fout du total. Es-tu fier de ton travail? Qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Si tu avais donné une note, ce serait quoi? Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Et souvent, les enfants arrivent, puis là, c'est ma petite en 2e année, là. Maman, j'ai eu 20 sur 25 dans ta dictée. Hey! Ben, elle dit, maman, c'est pas si pire, là. C'est comme un B+. Je mets ma est-ce que tu les savais, tes mots? Ben oui, j'ai peut-être fait des petites erreurs d'inattention, hein, mais maman n'est pas fâchée, je voulais juste que tu me le dises. Parce que tout le long qu'on a revisé ces mots, on n'en faisait pas d'erreur. Fait que c'est juste de lui permettre à elle, le résultat, sincèrement, je m'en fous, là, parce que c'est au-delà du résultat. C'est que mes enfants soient capables de s'évaluer eux-mêmes. As-tu bien nagé? As-tu respecté ton équipe? As-tu respecté ton entraîneur? Est-ce que tu as vraiment donné le meilleur de toi? À partir de là, il n'y en a pas de problème. Ou, comment on peut faire pour que ça soit mieux la prochaine fois? Puis comment tu penses... Puis de demander à nos enfants, c'est quoi la solution? C'est quoi l'outil que tu penses que tu as besoin? Et ils ont leur solution. Quand on leur demande, qu'est-ce que tu peux faire mieux? C'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est quoi l'outil que tu as besoin? C'est surprenant ce qu'ils peuvent nous sortir. Et je trouve qu'en leur donnant le pouvoir de trouver les solutions eux-mêmes à cet âge-là, c'est de leur donner des ailes pour le reste de la vie. Puis de les mettre en confiance aussi, de leur donner une saine confiance de la vie. Sylvie, en terminant, c'est quoi ton prochain podium? J'en ai tellement! En fait, je te dirais qu'un de mes plus grands podiums personnels en ce moment, c'est d'apprendre à prendre soin de moi. C'est vraiment... je suis pourrie là-dedans. Parce que on dirait que je suis dans une étape de ma vie où il y a toujours plus de projets pour les autres. Il y a toujours plus de projets où j'ai l'impression que je peux faire une différence, que je peux apporter, mais je deviens essoufflée. Je deviens extrêmement essoufflée. Alors, je suis dans une prise de conscience de ça
ça en ce moment. J'ai quand même fait des choix importants où je suis beaucoup plus présente pour ma famille. Donc, mes engagements, j'essaie vraiment que ça se passe durant les heures d'école. J'aime bien être présente aux activités. J'adore faire les devoirs, les leçons. Je suis une de ces mères folles-là. Moi, j'adore ça. Mais j'ai encore du travail à faire pour même m'isoler au sein de ma famille et prendre soin de moi profondément. Donc ça, c'est mon prochain podium personnel. Professionnellement, ben, les conférences vont bien et je me souhaite que ça continue à bien aller comme ça. Je travaille fort aussi pour chaque conférence et je suis dans l'écriture d'un 2e livre, tranquillement. Je veux pas me mettre de pression. J'ai beaucoup d'inspiration, mais c'est... je suis pas écrivaine, hein? Fait que c'est long, c'est long. Mais dans ma tête, ça bouillonne. Il y a beaucoup de choses qui bouillonnent. Et entre autres, tu sais, quand on parle de la confiance, je te dis que c'est à l'intérieur de soi. Il y a une phrase que j'ai sortie qui m'inspire beaucoup. C'est « Miroir, miroir, laisse-moi te dire qu'est-ce que je vois ou qui je vois. » Et cette phrase-là me touche beaucoup parce souvent, justement, quand on laisse la réflexion du miroir nous définir, ben le miroir, c'est aussi les gens, c'est le regard des autres. Et moi, j'ai envie de m'approprier l'image que je vois. Et c'est pas facile en tant que femme, c'est pas facile en tant que femme de 45 ans aussi, d'accepter que je suis belle comme je suis et que c'est correct de vieillir, les petits cheveux blancs qui retroussent sont fatigants, mais on les aime, les petites rides aussi. Je me dis, ça fait partie de mon charme, mais de l'assumer au point de dire au miroir, non, c'est ça que je vois, plutôt que le regard des autres. Et il y a quelque chose là-dedans qui va être une pierre angulaire de mon prochain livre, parce que ça s'adapte aussi pour les hommes, ça s'adapte pour les enfants. Pense aux adolescents. Il y a quelque chose là-dedans qui est dans notre société en ce moment qui est très fragile, la perception des autres et de s'approprier notre image. Fait il y a quelque chose à faire avec ça. Je sais pas trop où ça va me mener. C'est encore libre, c'est encore très large, mais j'aime ça. Ça me garde vivante. Merci parce que tu nous donnes des conseils intéressants, tu nous ramènes à soi, puis tu nous amènes beaucoup vers notre unicité, puis nous aimer comme nous sommes. Merci d'être là. Ah, merci à toi.